Et oui, c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour le grand débat. 3 débatteurs donc réunis pendant une quarantaine de minutes pour commenter l'essentiel de l'actualité de la semaine. Sélection ce matin qui va porter sur la montée de la violence, en particulier chez les jeunes. Plusieurs faits divers, mais disent-ils autre chose que des faits divers? On posera la question à nos amis. Le recul de la lecture chez les jeunes, c'est une enquête exclusive du Figaro et les chiffres sont accablants. Le texte du pape sur la dignité humaine. Le pacte migratoire aussi à l'échelle de l'Union européenne, c'est un pas, semble-t-il, décisif, fait sur la manière dont l'Union s'organise pour affronter la question migratoire. Est-ce que ce sera suffisant? On posera la question. Et puis, dans quelle direction les choses vont-elles? Et puis, on parlera aussi des déficits publics. C'est quand même l'un des points clés aujourd'hui, une source d'inquiétude pour le gouvernement, pour les Français aussi, de savoir où la France, jusqu'où la France peut aller. Et est-ce que sa note un jour sera dégradée? Est-ce que la dette en viendra à être insoutenable? Voilà quelques-unes des questions qu'on va se poser. Je ne sais pas si on aura la possibilité de répondre à tous. Ça dépend de ce qu'ils nous diront, nos débatteurs. Henrik Lindel est journaliste et reporter à La Vie. Bonjour Henrik. Bonjour. Éric Verhaeghe a fondé le Courrier des Stratèges. Il est auteur, essayiste. Bonjour Éric. Bonjour Louis. Carole Sabat est avocat. Bonjour Carole. Bonjour Louis. La montée de la violence chez les jeunes, je le disais à l'instant, un conseil de discipline dès le primaire, force mobile de sécurité à l'école, internat, enseignement moral et civique. En multipliant les pistes, mesures, discours face à la montée de la violence dans l'école et la jeunesse, le gouvernement semble rechercher des solutions, mais on ne sait pas trop vers quoi se tourner. En tout cas, Gabriel Attal, le Premier ministre, parle de sursaut. Il y a besoin d'un sursaut en la matière. Le sursaut de la société, c'est même plus que les institutions. Tout le monde doit prendre à bras-le-corps cette question. Qu'est-ce que vous dites, vous, l'avocat, Carole? Je dis que nous sommes dans une société qui est complètement déboussolée par rapport à pas mal de repères qui sont des repères fondamentaux qu'on essaie en fait de remettre à travers des mots, des masques sémantiques, je dirais, un peu comme dans l'aide à mourir, quoi. Il y a un masque sémantique, on nomme pas les choses, alors que le vrai rôle, je dirais, d'un gouvernement et d'un pouvoir politique, c'est de nommer les choses, c'est de nommer en fait les situations, de faire les bons constats pour mettre en place les bonnes politiques. Si on raisonne toujours sur les conséquences sans raisonner en fait sur les causes, on n'avance pas. Bien sûr, il y a une décivilisation, il y a ce qu'on appelle un ensauvagement, je dirais, de jeunesse. Moi, je dirais que il y a une distance en fait qui existe. Qu'est-ce qui fait dire que c'est de l'ensauvagement? C'est parce que ce sont des adolescents et qui sont battus à mort? C'est pas moi qui ai utilisé le terme. En fait, il y a des ministres, en fait, des secrétaires d'État qui utilisent en fait ces termes un peu qui veulent quelque part rien dire. Et dire beaucoup de choses en même temps. C'est-à-dire, on est un peu dans une forme d'ambivalence qui est problématique parce que ça montre le désarroi aussi du pouvoir politique. La vraie question, c'est la question d'autorité, c'est la question de l'ordre. Lorsque le président de la République, en fait, à la fin de l'année dernière, a parlé de réarmement de la France, ça veut dire quoi? Est-ce que c'était le réarmement des armes pour aller faire les guerres ici ou là, ou c'était un réarmement, je dirais, moral, un réarmement des valeurs, un réarmement de l'autorité, je veux pas paraître réac, je dirais, en parlant de l'ordre. Mais ça ne se décrète pas. Et de l'autorité. Ça se décrète pas. On est dans un cycle, à la fois, en fait, c'est un peu comme un millefeuille qui sape beaucoup de choses. Mais il y a une lame de fond, déjà, par exemple, sur tout le développement des questions, en fait, de jeux vidéo, concernant la violence qui est accrue, le TikTok, en fait, c'est tous ces mécanismes un peu de la révolution numérique qui créent beaucoup de tensions dans lesquelles, en fait, les jeunes et les moins jeunes deviennent de plus en plus, je dirais, en frontal line, comme on dit, en fait, en première ligne. Et il y a une distance, en fait, qui existait entre la violence pensée et la violence exécutée qui n'existe plus aujourd'hui. Elle est, à mon avis, complètement réduite. Et il y a une forme, par exemple, hier, en fait, le rapport qui a été présenté par le Sénat a donné le profil des émeutes, en fait, qui ont eu lieu dernièrement. Et on pensait en fait que c'était des ensauvagés. Après la mort de Naël. Ouais, après la mort de Naël, que c'était des ensauvagés, que c'était en fait des gens en fait qui, alors que non, en fait, en grande partie c'était des jeunes qui étaient bien installés, je dirais, avec leur famille, avec des profils. Mais il y a un besoin, à travers l'expression de la violence, de s'identifier, soit pour s'opposer à travers la radicalisation à une société qu'on veut changer par la force, et ça c'est une expression de la violence, soit parce qu'en fait ces sociétés nous reconnaissent plus. Donc, on a une action, en fait, de violente pour se faire reconnaître dans la société. Donc, c'est des mécanismes qui sont mais au cœur du problème, c'est l'incapacité du pouvoir, en fait, à dire c'est quoi l'autorité aujourd'hui, c'est quoi l'ordre aujourd'hui. C'est l'absence d'ordre et d'autorité. Le Premier ministre s'exprimait le jour des obsèques de Shemseddine. Cet adolescent de 15 ans battu à mort, c'est à Viry-Châtillon. Puis il y a eu aussi les obsèques dans l'église de Coffry, dans l'Oise de Shannon, adolescent de 13 ans, décédé 3 semaines après avoir été violé début mars. Et puis, Samara, une adolescente de 13 ans qui avait été frappée début avril devant son collège à Montpellier. Henrik Lindel.
Oui, alors je pense qu'on est dans ce que plusieurs élus ont appelé une très forte culture de violence, constatée aussi chez des jeunes, et de plus en plus jeunes. Et que la plupart des instigateurs de ces violences dont on parle beaucoup sont le fait de jeunes, de plus en plus. Et on parle, vous dites comme si c'était une évidence qu'il y a une augmentation de ces violences de jeunes. Et effectivement, moi, j'ai constaté que souvent les magistrats, par exemple, disent qu'on ne sait pas, parce que justement au niveau de la justice, ça ne se constate pas forcément. Mais tout le monde a la perception d'une augmentation d'une violence. Il y a quand même quelques données, je le dis parce que je sais que parfois cette idée même qu'il y a une augmentation est souvent contestée. Il y a effectivement une augmentation du nombre de rixes, en tout cas ça paraît juste sûr. Factuel. Oui, factuel. Et moi je dirais que c'est évident qu'il y a une augmentation, mais bon, on peut toujours... essayer de trouver des indicateurs, etc., qui sont pertinents. Le nombre de RIC, c'est en tout cas une augmentation de 8% en l'occurrence au début de cette année. Et la plupart de ces RIC sont en Île-de-France, à 51 exactement sur 60 RIC qu'on a constaté cette année se déroulent en Île-de-France. Et dont une grande partie sont dans mon département, en Essonne, parce qu'il y en a eu 18 en Essonne, début de cette année, et 6 jeunes sont morts de ces RICS en 3 ans. Voilà, juste, c'est quelques données de base. Alors, une culture de violence, ça, c'est un constat général et ça permet pas forcément de résoudre le problème. Il y a qu'une façon de résoudre le problème, c'est plus de sécurité, c'est plus de force de l'ordre. C'est pas seulement, il ne s'agit pas de dire il faut que les parents, par exemple, exercent davantage leurs responsabilités, il faut que la société, il faut que l'école, il faut que ceci et cela. Il n'y a qu'une solution, plus de sécurité. Il faut isoler ces jeunes. Souvent, il y en a une centaine par quartier. Est-ce qu'on peut isoler s'il s'agit d'une centaine de personnes? Est-ce que c'est réalisable? J'en sais évidemment rien. Hein. Je ne vis pas dans ces quartiers-là. Mais c'est l'absence d'actes qui frappe, hein, toujours, à mon avis. Enfin, en tout cas, ça c'est mon avis. L'absence de réponse. Oui, l'absence de la seule chose qui cibler les malfaiteurs. En fait. Oui, voilà, ça. Il nous faut plus de sécurité. La sécurité, c'est le premier des besoins. C'est même avant un abri, c'est même avant qu'on puisse se soigner. C'est la sécurité. Si on n'a pas la sécurité, et le sentiment actuel, c'est qu'on n'a pas suffisamment de sécurité. Même pas seulement dans les quartiers difficiles, etc., mais partout. Et ça, on dit que c'est un sentiment, c'est une perception, etc. Oui, sauf que souvent, ça correspond quand même à une réalité. Un État qui n'est plus en mesure de garantir cette sécurité court le risque de se voir doublé par une défense civile, par voir la constitution de milices, voir les gens qui se feront justice eux-mêmes. Même si pour l'instant, les Français demeurent... L'État, et j'irai plus loin, l'État semble démissionner de sa fonction première, qui est de garantir la sécurité. À plus forte raison s'il doit chercher des économies un peu partout. Éric Verhaeghe. Alors, je suis embarrassé, puisque moi, j'ai fait sécession des médias subventionnés, donc je ne vis pas sous l'injonction de ces faits divers qu'on sort en disant « ayez peur ». Plus de sécurité, recrutons encore des policiers. Moi, je ne vis pas là-dedans. Et je trouve que puisqu'on parlait de nos cas personnels, moi, j'ai une fille qui a 10 ans, bientôt 11 ans, qui fait ses études dans une école primaire, Place des Fêtes, qui est probablement le quartier le plus criminogène de Paris. Contrairement à son nom. Contrairement à son nom. Et elle va aller faire son collège dans le quartier. Je n'ai jamais assisté à une bagarre. Je vis tous les jours dans ce quartier. Je n'assiste à aucune bagarre, aucune violence. Comme j'ai fait le choix de ne pas vivre sous la terreur organisée et manipulée, je n'ai aucune perception, à titre personnel, d'une augmentation de la violence. En revanche, j'ai une perception du désert intellectuel et cognitif de l'école publique. Ouais. Si vous voulez, s'il y a une mesure à prendre aujourd'hui de l'école publique, c'est certainement pas d'ajouter des policiers ni de la fusionner avec le ministère de l'Intérieur. C'est de réapprendre et de remettre les enfants sur le chemin de l'apprentissage. Parce que moi, ce qui m'effraie
effectivement, quand je discute avec des jeunes de 18-20 ans, et ça m'arrive très souvent au hasard, et plutôt des diplômés, moi-même j'ai recruté des jeunes diplômés, mais ils sont d'une ignorance, d'une inculture et d'une absence de formation intellectuelle qui m'effraie. Et je pense qu'aujourd'hui, notre grand sujet de violence, c'est certainement pas l'ensauvagement, c'est le blocage de la société, où quand vous venez de banlieue, vous avez droit à une école pour débile mental. Je le dis, l'école publique aujourd'hui est une fabrique de crétins. Et je comprends tout à fait qu'il y ait une colère chez un certain nombre de jeunes qui se disent « mais je suis obligé d'aller dans une école publique qui va me mettre sur une voie de garage ». Et les gamins des beaux quartiers, eux, ils vont aller dans des écoles qui vont leur permettre de faire des études brillantes et de partir à l'étranger. Et moi, je suis fils d'ouvrier. J'ai pu faire des études grâce aux bourses d'éducation nationale et grâce au fait qu'à l'école, on apprenait des choses. Je serais aujourd'hui confronté à cette espèce de ghetto scolaire dans lequel nous vivons, qui est qu'en dehors de quelques beaux lycées parisiens, on n'apprend plus rien à l'école. Et je serais confronté à ça si j'étais enfant aujourd'hui en banlieue. Je serais évidemment en colère contre l'inégalité organisée par le service public. Aujourd'hui, si on veut apprendre des choses, il faut aller dans une école privée. Et c'est quand même un drame. Oui. Et ça, c'est à la source, en fait, de la perception que la violence augmente. Ça crée une frustration. Écoutez, on va mettre les choses sur la table. Moi, j'ai fait partie des derniers wagons où travailler à l'école permettait de réussir. Aujourd'hui, ça ne le permet plus. Donc, on invente des filières bidons. On va mettre des gamins de quartiers défavorisés artificiellement dans des écoles pour masquer le fait que le système est bloqué. Et aujourd'hui, tout le monde sait que si on n'adhère pas à un réseau affinitaire, ça peut être un réseau religieux, ça peut être souvent un réseau lié à l'orientation sexuelle, eh bien, vous n'avez aucune chance de bénéficier d'une promotion sociale. Et évidemment, lorsque vous bloquez une société, lorsque vous confinez les gens dans leur case d'origine, les gens qui, à un moment donné, constatent des injustices, parce que, écoutez, regardez quand même l'exemple de l'avachissement qui est donné par le pouvoir aujourd'hui. On a un Premier ministre qui n'a jamais travaillé avant d'être Premier ministre. Il a passé sa vie, il n'a pratiquement pas de diplôme. Son premier boulot. C'est son premier boulot. Simplement, il vient de l'école alsacienne. Vous êtes un gamin arabe de banlieue qui fait ses études, qui fait des efforts pour apprendre, même si vous n'êtes pas destiné à être prix Nobel. On vous dit, mais toi, tu es arabe, tu ne deviendras pas Premier ministre. Eh bien, vous vous rebellez. Mais parce que le pouvoir, aujourd'hui, donne le spectacle de l'injustice et de l'inégalité. Les questions que tu poses sont très, très justes et très importantes. C'est une des facettes vraiment du problème. En fait, le paroxysme auquel on fait face aujourd'hui, c'est un paroxysme où se télescopent beaucoup de sujets qui sont des sujets de fond, mais des sujets parfois de conjoncture. La question de l'école est très vraie. La question de l'école pose aujourd'hui de plus en plus la question en fait du dilatement de la chaîne de commandement. On vit aussi une forme de terreur, de culture de la terreur. C'est vrai que nos sociétés ont été terrorisées par des actes terroristes, mais l'objectif en fait des actes terroristes, c'est de terroriser les sociétés. Non, mais l'idée d'Éric, c'est simplement qu'on organise les inégalités sociales au profit de quelques-uns. Ça, c'est un sujet. C'est un sujet. Et que c'est ça qui fait que les jeunes s'entretuent. C'est un sujet parmi d'autres. Mais en tout cas, il y a une révolte contre un système injuste. On a plusieurs problèmes qui se télescopent. Il y a en fait la défaillance, je dirais, de l'intégration à la française, parce que justement, nos sociétés, une vingtaine d'années, sont de plus en plus communautarisées. Et donc, la communautarisation crée quoi comme phénomène? Des phénomènes de bandes. Soit des bandes identitaires, soit des bandes, en fait, de jeunes qui s'identifient en tant que tels. Donc, la question, en fait, de cette violence, aujourd'hui, aussi, c'est une violence de bande, d'une certaine manière. Mais elle n'est pas une violence purement conjoncturelle ou ponctuelle. Elle exprime, en fait, une révolte. Ça, c'est vrai. Problème de l'intégration, problème de la communautarisation, mais problème de la culture de la terreur. À l'intérieur de l'école, c'est vrai que l'école alsacienne n'aura pas ce problème, mais d'autres écoles, je dirais, de la République, qui sont sur des territoires qui sont plus des territoires de la République, ont ce problème. Oui. Et le problème de la chaîne de commandement, c'est-à-dire comment, en fait, les directeurs d'école ou les responsables sont soutenus. On l'a vu, par exemple, avec la démission d'un recteur. Actuellement, tous ces problèmes se télescopent aujourd'hui. Et ce télescope... En soi, la démission d'un chef d'établissement, c'est quelque chose qui n'est pas concevable, logiquement, pour cette raison-là. Ça devrait... C'est quand même le signe de quelque chose d'extrêmement... qu'elle est organisée. Enfin, si vous... Excusez-moi, mais en plus, je suis concerné, parce que moi, j'ai étudié de près pour ma fille le projet pédagogique du collège Stanislas. C'est quand même un très beau projet. On en pense ce qu'on en veut. Mais j'ai entendu des directeurs d'écoles privées dénoncer l'élitisme de Stanislas.
Donc, il y a eu une campagne de dénigrement contre le collège Stanislas. Et dans le même temps... Ça a été flingué en 2 minutes sur les réseaux sociaux. Et dans le même temps... C'est le tribunal d'opinion de plus en plus. Dit, ah oui, mais alors, l'école publique, c'est scandaleux, il y a de la violence. Mais on veut quoi ? Évidemment que lorsqu'il y a des chefs d'établissement qui portent des projets, je le redis, je comprends que Stanislas ne fasse pas l'unanimité, mais le projet de Stanislas, il a une cohérence, il répond à une vision de l'éducation, il répond à un projet collectif, et ce sont les pouvoirs publics qui le démontent pour ensuite constater le vide absolu de leur propre système d'enseignement. Oui, financé. Là, vous posez la question, Éric Vérac, vous posez la question en fait de l'autonomie des établissements. Et comme il n'y a pas d'autonomie des établissements dans le public, ils ne peuvent pas développer un caractère, un projet propre. Sauf qu'on rase, ça c'est on coupe toutes les têtes qui dépassent, et après on s'étonne qu'on c'est le rôle de l'éducation nationale de développer ce projet. Nous tirons la sonnette d'alarme. Les résultats de la nouvelle étude sur les jeunes et la lecture, c'est peut-être connexe justement ou dans le sillage de notre réflexion. Ça a été mené par le Centre national du livre et c'est le Figaro qui a révélé cette enquête sur les 16-19 ans qui consacrent 1h25 par semaine à la lecture contre 5h10 par jour sur les écrans. On ne peut plus inverser la tendance, on ne peut que la corriger, déplore la présidente du CNL. Comment en est-on arrivé à un tel décrochage ? Le Figaro détaille la chose avec cette enquête qui donc fait la part belle aux chiffres, au camembert et autres analyses statistiques. Ce qu'on peut dire simplement, c'est que quotidiennement, les jeunes passent 10 fois plus de temps sur les écrans qu'à lire les livres, mais ça, il suffit d'entrer dans une rame de métro ou de RER pour le voir, et pas seulement chez les jeunes. C'est évident. Henrik Lindell, oui, alors est-ce qu'il faut s'en affliger ? Non, mais là encore, c'est un peu comme on vient de le constater, il y a un problème de culture, d'organisation de la société. Éric, vous avez parlé, en fait, vous avez mis en avant une possible cause des problèmes dont on parle. Et ici, c'est un peu pareil, je pense. C'est une culture contre laquelle il faut se battre. C'est une culture qui... du tout écran. Ouais, c'est ça, oui, qui éloigne l'homme de l'intelligence, de la culture. C'est un problème que le philosophe Jean-François Mattei qualifiait de barbarie intérieure. C'est-à-dire que c'est un vaste et complexe de problème. Et alors, moi, je fais partie de ceux qui sont capables parfois de passer 5 heures par jour pas forcément sur les réseaux sociaux, mais certainement avec mon téléphone portable, parce que mon téléphone portable me dit une fois par semaine combien d'heures je vais passer en moyenne sur ce téléphone portable. Et parfois, c'est 5 heures par jour. Et ça ne m'empêche pas de lire des livres. Et on parlait tout à l'heure des jeunes qui seraient trop sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux sont générateurs de violence, etc. Sauf que là, vous parliez des jeunes qui échappent à ces problématiques parce qu'ils sont dans une école privée, par exemple, et parce qu'ils sont tout simplement bien entourés. Ces mêmes jeunes, ils passent aussi beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Ça ne les rend pas violents, apparemment. Donc, il faut toujours autre chose. Et quand on parle on parle énormément du rôle néfaste des réseaux sociaux. Ce rôle est évident et manifeste, mais c'est pas parce que ça existe que ça explique tout. Et il y a toujours une question de contexte, de culture, d'entourage, de parents, d'école, effectivement. Donc c'est le désert cognitif dont parlait tout à l'heure, Éric. Oui, voilà. Moi, je ne pense pas qu'il faille concentrer tout. Quand on parle des réseaux sociaux, mais on parle Henrik énormément Lindell, de réseaux sociaux. comment faites-vous avec vos enfants, Henrik Lindell, là-dessus ? Moi, je suis là, pour le coup, je suis assez libéral. Oui. Je suis assez libéral, c'est qu'à un moment, à partir du moment où ils lisent des livres, à partir du moment où ils se comportent correctement, à partir du moment où leurs notes sont correctes à l'école, moi je ne vois pas pourquoi je m'érige en gendarme. Mais de toute façon, le constat c'est que c'est impossible à réguler. C'est impossible à réguler. C'est une question de comment on gère sa liberté. Voilà le problème. Et comment on enseigne ce devoir de gérer sa liberté dans la société actuelle. Quand les parents sont des missionnaires, bien sûr, et pas seulement dans les quartiers difficiles, mais nous aussi, moi aussi, en tant que bourgeois, etc., je peux être démissionnaire. Donc effectivement, il faut sans doute éduquer les parents, comme on dit. Mais quelle est cette société où les parents ne voient pas que leur premier rôle est d'éduquer les enfants ? Donc c'est quand même... Après, il y a aussi des politiques sur lesquelles on revient un petit peu, y compris la Suède, d'ailleurs, et d'autres pays qui reviennent. Ouais, mais la Suède, c'est pas une référence non plus. Non, mais sur la politique du tout écran à l'école, c'est une politique sur laquelle on revient. Ils sont en train de revenir, d'ailleurs, en Suède. Carole Sabat. Oui, bien sûr, dans les pays on du se Nord. rend compte que c'est une catastrophe. La vraie question, c'est une question, je dirais un gros mot, un grand mot, de civilisation, d'une certaine manière, de structure.
il ne faut pas nier l'impact très direct et pas indirect. Il fut une époque, c'était indirect, maintenant c'est très direct de la révolution numérique. La révolution numérique a déstructuré pas seulement l'entreprise, a déstructuré en fait les familles. Est-ce que ça vous empêche de lire, Carole? Non, mais justement, j'arrive là-dessus. Je veux dire, quand la révolution numérique, avec le développement des tablettes, le développement, je dirais, de tous ces outils, n'est pas, comment dire, en fait, encadré, mais pas encadré, par une superstructure qui est la culture, qui en fait accompagne un peu. C'est parce que les réseaux sociaux, moi je suis contraire en fait de la diabolisation des réseaux sociaux. Vous êtes dessus, je reçois souvent. Complètement. Ah bah oui. Mais c'est pour ça que je dis, c'est à la fois une libération et c'est une captivité. C'est une libération parce que ça permet de faire beaucoup de choses et nos jeunes le font d'une manière beaucoup plus intelligente que nous. Nous, en fait, on rentre. Je viens de rentrer sur Instagram à reculons, mais j'ai toujours un temps de retard par rapport à mes filles. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait de pouvoir être libéré par ces réseaux sociaux, par cette révolution numérique, de prendre en fait tous les acquis en fait et les avantages qu'elle nous donne, il y a en même temps une contrepartie qui est une captivité. Et cette captivité, elle arrive où? Quand en fait il n'y a pas un encadrement, je dirais, de ce développement-là, pas un encadrement de valeurs, un encadrement de culture, un donc encadrement. La famille, c'est donc le rôle de la l'école. société. La famille. Alors, on posait la question en fait par rapport à nos filles. Moi, j'ai mis 700 volumes en fait chez moi. Je continue à acheter en fait des bouquins. Mes filles, forcément, en fait, lisent parce qu'elles voient l'environnement de la famille, elles voient les bibliothèques, elles voient ma relation charnelle avec les livres. Lorsque cela, et je transpose cela au niveau en fait, des ministères, au niveau de l'éducation nationale. C'est l'éducation nationale qui doit mettre en place, je dirais, cette bibliothèque qui est chez moi. Donc, mettre des bibliothèques dans des classes. Des bibliothèques, mais c'est aussi accompagner, c'est-à-dire non pas stigmatiser les réseaux sociaux, parce qu'on ne peut pas les empêcher en fait d'aller sur les réseaux sociaux et d'utiliser ces moyens, mais en même temps, en fait, qu'il y ait une politique, je dirais, qui est de superstructure. Or, cette politique de superstructure n'existe plus aujourd'hui. Donc, on est dans le phénomène de l'immédiateté, de la violence. On peut aller quasiment jusqu'au bac sans lire un bouquin, si on suit. Vous en doutez, Eric? Oui, non, je vous assure. Hein. Et d'ailleurs, cette enquête, on l'a tous les 2 ans. Mais théoriquement, l'école oblige les enfants à lire des romans, un minimum. Oui, théoriquement. Théoriquement. Je crois qu'il faut prendre acte du fait que la culture de demain sera... Se partage les fiches, je vous rassure. Numérique. Et Internet, il y a le meilleur comme le pire. Moi, ce que je retiens, ma fille, puisqu'on parle de nos expériences personnelles, elle apprend l'anglais toute seule sur Internet. Elle apprend le coréen aussi. En même temps, elle choisit d'apprendre le coréen. Et elle fait de l'espagnol. Et elle grâce fait au net, donc. Toute seule, grâce à un produit qui s'appelle Duolingo, qui n'est pas extraordinaire, mais qui permet aux enfants d'apprendre. Et moi, je lui impose, puisque effectivement, le livre, c'est une autre époque, mais elle lit, je lui impose un documentaire 5 documentaires par semaine sur YouTube, sur des sujets de culture générale qu'on regarde ensemble. Parce que YouTube, par exemple, est un vecteur de conneries, mais aussi un vecteur d'intelligence. Et quand on sait se servir de YouTube, on apprend des choses extraordinaires. Je recommande à vos auditeurs les documentaires sur le Saint-Sépulcre sur YouTube. Ils sont très bien faits. Éric Verhaeghe. Et donc, il y a de bonnes manières d'utiliser ces réseaux. Et ce que je retiens, c'est que vous le faites ensemble avec vos enfants. Ça, c'est aussi important. Éric Verhaeghe, Carole Sabin, Henrik Lindell. La suite de l'actualité commentée dans le grand débat dans un instant après les infos.